Rebonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr Alti, qui est un néonatologiste qui travaille à l'hôpital pour enfants de Montréal. Ouais, puis ça a été vraiment une super discussion. Il est tellement passionné par sa spécialité. Puis c'était le fun de voir qu'au début, il n'y avait aucune idée qu'il allait s'enligner là-dedans. Puis finalement, la vie l'a mené vers ce parcours-là. Puis c'était fun aussi de voir que la néonatologie, c'est vraiment complet comme pratique, autant comme de procédures que le lien avec la famille. Donc, c'est ça, bon épisode. On va aller remercier notre commanditaire avant et n'oubliez pas de manger diversifié. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme on l'expliquait un peu avant, c'est une firme de finance, mais on sait bien que la finance peut faire peur, mais si vous voulez contacter Archer... OK, je recommence, excusez. C'est trop fait de mais... OK. Quand tu veux. Okay. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourse. 100 000 de bourse. 100 000 de bourse, là, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous. Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top notch là, avec Archer. Je parle d'expérience là, avec eux. Ils sont faciles d'approche, tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre, là. Ça peut prendre juste 20 minutes, donc vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecins puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc allez voir ça. Bonjour, Dr Alti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tu peux m'appeler Gabriel, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, pour commencer, on aimerait se connaître un peu ton parcours. Est-ce que tu as toujours su que la médecine, ça t'intéressait ou c'est venu avec le temps? Je pense que c'est venu avec le temps. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé quand même par l'approche avec le contact humain. J'aimais l'idée du mix entre les sciences puis un peu l'art de la médecine. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune ou durant ma formation, c'était pas aussi évident peut-être que pour d'autres, à vrai dire. Je veux pas faire de assumptions, mais c'est venu vraiment avec le temps que j'ai un peu exploré. J'avais fait comme des programmes un peu d'observation pour voir différents types de pratiques dans les sciences, mais aussi dans les sciences de la santé. Puis au fur et à mesure, je disais, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouvais que il y avait de l'éthique, il y avait beaucoup d'aspects de repousser les frontières, de repousser les limites. Il y avait l'approche rigoureuse scientifique, mais il y avait aussi beaucoup de contacts humains, beaucoup de moments privilégiés avec les familles, avec les patients. Puis évidemment, il y a un aspect où est-ce que... moi, je suis quelqu'un qui aime quand même toujours me pousser à fond, puis comme repousser les limites, aller vers des défis. Puis je trouvais qu'en médecine, il y avait cette opportunité de comme ce mix-là. Mais j'avoue qu'avant de rentrer en médecine, je pense que des fois, on a une idée de c'est quoi la médecine, de c'est quoi le profil de pratique de la médecine. Puis on en discutait juste maintenant, il y a comme 1 million de profils de pratique, puis dépendamment de qu'est-ce qu'on va faire, notre quotidien, notre vie de tous les jours, elle peut être complètement différente. Puis même à l'intérieur d'un profil de, par exemple, une spécialité ou un profil de pratique en médecine de famille, on peut avoir 1000 différentes manières et variations d'ajuster sa pratique pour qu'elle corresponde à qui on est. Donc, enseignement, académiste, travail en communauté, travail en recherche, travail en laboratoire, travail avec les patients, on the ground. Donc, je trouve que c'est vrai que des fois, les conceptions qu'on a de c'est quoi le profil d'avoir une carrière dans le monde de la médecine, ça vient avec peut-être des concepts qui, des fois, sont un peu nébuleux. Puis quand ça devient plus concret, c'est peut-être pas nécessairement qu'est-ce qu'on pensait au début, mais c'est encore mieux. Donc, moi, honnêtement, je pense que j'ai genre la meilleure pratique du monde. Il y a pas un meilleur... tout le monde va vous dire ça, là, mais ce que je fais, c'est genre vraiment la job. C'est plus qu'une job. C'est comme une vie, c'est une carrière, c'est une passion, puis moi, je pense que j'aurais jamais pu tomber mieux. Je suis full heureux. Genre. Aucun regret par rapport Aucun regret, zéro. Genre, à retourner en arrière, je ferais la même chose, puis honnêtement, j'ai été chanceux, puis privilégié, puis vraiment, je remercie la vie de ça, parce que je réalise, on n'a pas tous parfois ce parcours privilégié, puis
J'ai travaillé très, très fort pour arriver où est-ce que je suis. Puis les gens travaillent en général très, très fort. Puis je pense que je suis tombée sur des opportunités puis par hasard sur des choses au fur et à mesure que ça m'a fait découvrir et ça m'a poussé à aller vers ce chemin-là. Puis c'est vraiment un peu de fil en aiguille au hasard que j'ai découvert ce que je fais aujourd'hui. Puis je suis tellement heureux d'avoir découvert cette trajectoire. Puis peut-être que j'aurais emprunté une autre trajectoire puis j'aurais été aussi passionnée puis je l'aurais aimé autant. Mais vraiment, où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce que je fais, c'est fantastique. Puis en parlant de ce choix-là, donc est-ce que dès que vous étiez à l'université en médecine, vous saviez déjà que vous vouliez aller vers la pédiatrie et la néonatologie ou c'est venu... Absolument pas. C'est vraiment un hasard. Moi, au début, j'ai commencé la médecine, puis dans ma tête, pour une raison que j'ignore, je me disais, j'aime bien la nutrition. Puis j'aime bien tout ce qui est soins comme intestinal. Donc, j'avais comme en tête gastro-intestinal, médecine interne. Puis j'avais décidé de faire, dans ma première année de médecine, un projet de recherche au Food and Nutrition Center de l'Université McGill. Okay. Donc, c'est le centre de nutrition à l'époque. Puis, je leur remercie beaucoup parce que c'était vraiment une expérience fantastique. C'était un des Summer Research Programs. Puis, j'avais vraiment adoré ça. J'avais été... tous les jours, je faisais partie du centre de nutrition. Puis, beaucoup de la recherche au centre de nutrition, c'était sur de la recherche sur la nutrition parentérale. La nutrition intraveineuse pour les gens qui ont des atteintes intestinales ou pour des gens qui ont des maladies qui ont besoin d'être renutris. Puis, que finalement, la nutrition entérale, c'est-à-dire par gavage ou par la voie intestinale, fonctionne pas ou qu'elle n'est pas suffisante. Donc, on est obligé de les nourrir par les veines. Puis pendant cet été-là, j'avais comme évolué là-dedans. Puis j'avais une partie de mon été où je partais en Europe et je partais en vacances. Puis pendant ces vacances-là, j'avais comme on avait comme des longs stretches de vacances à l'époque. Je vous en prie, profitez de ça pendant que vous êtes en médecine parce que ça n'existe plus après. mais j'étais partie en Europe. Puis à l'époque, j'avais dit, j'ai un peu de famille en Europe. J'ai dit, je vais rendre visiter ma famille, je vais passer un peu de temps à Paris. Puis à Paris, j'avais dit, je vais prendre 2 semaines d'observation, puis je vais contacter des gens dans le domaine sur lequel j'avais justement travaillé en recherche. Donc, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait à Paris sur la nutrition par les veines parentérales. Puis j'avais trouvé un médecin là-bas qui avait fait beaucoup de publications, qui travaillait beaucoup en clinique, justement, nutrition parentérale. Et j'avais communiqué avec elle. Puis elle m'a dit, absolument, si tu veux venir faire 2 semaines d'observation, viens-t'en. Là, j'arrive à Paris, je vois ma famille, je fais mes petites 2-3 semaines de vacances, visite de France, etc. Puis je finissais avec mes 2 semaines à l'hôpital Necker. Puis je disais à ma tante, je m'en vais à cet hôpital Necker. Elle me dit, oui, super, Necker enfant malade, c'est comme pédiatrique et tout. Je dis, pédiatrie, oh my God, I never want to do that. So, à l'époque, genre, dans ma tête, c'était comme des enfants, genre, voir des enfants malades. C'était vraiment comme un concept très abstrait pour moi, puis je trouvais ça vraiment difficile, même l'idée. Puis jamais dans ma tête, je me suis dit, oui, j'aimerais aller en pédiatrie. À vrai dire, je me rappelle rentrer en médecine puis dire, je suis pas mal sûre que s'il y a vraiment un domaine que j'aimerais éviter, c'est la pédiatrie parce que je trouve que, les enfants malades, vulnérables, c'est tellement comme, ça brise le cœur puis je voudrais pas être là-dedans. Puis finalement, j'arrive à Necker enfant malade puis that was the best 2 weeks of my life. C'était genre, la lumière derrière les yeux des enfants qui sont des enfants, même dans les situations comme difficiles, même dans les situations où est-ce qu'ils sont malades, puis leur potentiel de récupérer, puis leur joie de vivre, puis l'unité familiale, puis there's a hype behind pediatrics. Il y a de l'espoir. Puis j'ai comme découvert une médecine où est-ce que l'optique est toujours vers la famille comme dans son entièreté, dans les espoirs qu'ils ont, dans cette volonté de récupérer, dans cette résilience. Puis j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Il y a peut-être ça ailleurs dans d'autres types de médecine. Puis je suis sûre que tous les gens que vous allez rencontrer à travers ces podcasts, ils vont vous dire à quel point ce qu'ils font, c'est fantastique. Puis c'est fantastique. Mais moi, ce que j'ai découvert juste dans ces 2 semaines, c'était premièrement comme des êtres qui sont en croissance, des enfants qui ont plein d'espoir, de rêves. Et je trouvais que la médecine dans ce domaine-là, ça aidait avec ces rêves-là. Donc, ça permettait à ces enfants-là de récupérer dans leur plein potentiel puis de vivre une vie heureuse, malgré le fait qu'ils ont eu un moment de difficulté dans leur jeunesse. Puis, l'impact que ça a sur ces familles, puis sur ces enfants, je pense que c'est comme un gros impact. Puis c'est comme si, finalement, on a le privilège un peu de rentrer dans l'intimité de cette famille-là, puis de faire partie un peu de cette famille-là. Puis
moi, pour moi, ça m'a comme ouvert tout un... Je me disais, oh my God, OK, mais c'est comme c'est ça ce que je veux faire du restant de mes jours. Donc, non, pour répondre à ta question, quand j'ai commencé l'université, je pensais pas aller en pédiatrie, mais c'est vraiment, comme je te dis, de fil en aiguille par des hasards de la vie que j'ai découvert ce que je voulais faire. Puis c'est la même chose pour la néonate. 2 semaines pour que ça 2 semaines pour comme déclic. Puis je me rappelle la même chose. Donc là, finalement, tu sais, je suis revenue. On rentre dans la phase de l'externat, donc clerkship, où est-ce qu'on fait des stages dans différents domaines pour découvrir un peu les domaines. Puis je me rappelle, OK, je me suis mis médecine interne au début. On avait comme des choix de parcours à l'époque. On pouvait décider, j'aimerais bien ce parcours, puis on faisait genre notre top 3, puis finalement, l'université nous donnait dépendamment de la distribution des étudiants. Puis moi, j'avais eu médecine interne, psychiatrie, pédiatrie. Puis j'étais content parce que je voulais faire un peu médecine interne puis pédiatrie pour voir dans quoi je me retrouve. Parce que j'avais ces hésitations encore par rapport à la gastro. Puis je suis arrivée en médecine interne, j'ai adoré comme un peu le cognitif derrière ça. Puis finalement, quand je suis arrivée en pédiatrie, j'ai retrouvé tout ça. J'ai retrouvé le cognitif, les diagnostics différentiels, un peu être détective pour retrouver qu'est-ce qui se passe avec l'enfant qui se porte pas bien. Puis je me rappelle, à l'époque, on faisait 1 mois de pédiatrie, 2 semaines de néonat, puis 2 semaines un peu de clinique, urgence, des choses. C'est comme ça que notre rotation a été faite. Puis je me rappelle arriver en néonat, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être genre le cauchemar. M'occuper de bébé, genre, qu'est-ce que je vais faire là? Puis je me rappelle arriver en néonat, c'était à l'époque du Vieux-Royal Victoria. Puis si Dr. Romain Mandel, qui est aujourd'hui un collègue, m'écoute, c'était lui mon patron à l'époque. Puis aujourd'hui, il travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis c'est un exceptionnel néonatologiste. Puis encore une fois, ça a été 2 semaines où je suis arrivée avec des préconceptions par rapport à qu'est-ce que ça allait être. Puis j'ai vraiment découvert un monde en entier. C'est comme la redécouverte, justement, comme ce que j'avais fait en pédiatrie. C'est comme, oh mon Dieu, c'est comme encore plus intense que cette découverte passionnelle par rapport à justement cette pratique. C'était encore plus intense en néonat qu'en pédiatrie parce que j'avais découvert que encore plus, les nouveau-nés, c'est vulnérable. Ils ont tellement différentes sortes d'atteintes qui peuvent se produire. Puis eux, leur récupération est quasiment, c'est comme 100%, genre, nous. Puis le potentiel après ça de vie, puis l'impact que tu as dans ces familles, genre, en début de vie. Puis... En tout cas, donc ça a été une découverte. Puis ça m'a comme un peu ouvert les yeux. Puis ça a été comme mon premier goûter à la néonatologie. Puis on en parlera plus après parce que je pense que vous avez plein de questions. Puis sinon, ça va être juste un monologue pour comme 45 minutes. Alors, je vous laisse continuer à poser vos questions. Mais donc, c'est ça. Après avoir fait un médecine, vous devez appliquer en résidence. Vous avez appliqué en pédiatrie en premier. Exactement. C'est ça pour pouvoir par la suite vous spécialiser en néonatologie. Exactement. Fait que c'est combien d'années de pédiatrie générale où c'est que vous faites des rotations avant de refaire ce deuxième choix-là? Donc, c'est ça. Après la médecine, j'ai fait mes demandes en pédiatrie. Puis d'habitude, la pédiatrie, tout le monde commence avec ce qu'on appelle une formation obligatoire de au moins 3 ans. Et ça, c'est comme partout au Canada. La formation d'un pédiatre, normalement, c'est 4 ans. Et on a le choix de faire soit le 3 ans ou le 4 ans si on décide d'aller en surspécialité ou sous-spécialité après ça. Souvent, au Québec, les gens ont tendance à faire un 3 ans. S'ils veulent rester, continuer à faire leur formation dans une institution québécoise, parce que c'est plus difficile de faire le 4 ans et de pouvoir appliquer dans le système canadien pour pouvoir rentrer dans les universités québécoises. Ça, c'est comme juste en tout cas, c'est comme plus l'administratif là qu'autre chose. Mais tout ça pour dire que on peut faire soit 2 parcours, on peut soit faire le 3 ans puis appliquer tout de suite en surspécialité ou sous-spécialité, puis la première année de notre surspécialité ou sous-spécialité est considérée comme une année qui fait partie de la pédiatrie, donc on obtient un diplôme de pédiatre. Ou on peut faire le 4 ans, obtenir le diplôme de pédiatre, puis ensuite poursuivre avec la formation complémentaire. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 ans de pédiatrie. Qui était un 3 ans fantastique parce qu'on rencontre des collègues résidents qui deviennent des amis, qui deviennent un peu notre famille adoptée. On vit des expériences, évidemment, en résidence qui changent qui on est par rapport aux patients qu'on rencontre, les familles qu'on rencontre, ce qu'on apprend. C'est absolument des moments de découverte extraordinaires pour devenir qui on est comme médecin. Puis ensuite, après les 3 ans, j'ai fait 2 ans de néonatologie. Donc, techniquement, le programme s'appelle médecine néonatale et périnatale parce que le rôle de la néonatologiste, c'est de s'occuper du nouveau-né, mais c'est également de participer à la planification des soins dans la vie périnatale. Donc, on est vraiment impliqué même avant la naissance du nouveau-né. Puis, on pourra en parler un peu plus quand on parle de profil de pratique.
Puis, après ces 2 ans, on est théoriquement néonatologiste. Ce qui veut dire qu'on peut faire des soins intensifs néonataux. Mais moi, j'ai continué parce que j'ai été genre un étudiant éternel. Donc, je ne sais pas si je continue sur qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, ben c'est Ouais. ça, on a vu que vous aviez fait comme finalement 4 fellowships, si je me trompe C'est pas 4 fellows, mais j'ai fait, après mes 2 ans de néonat, j'ai eu l'opportunité de faire une année complémentaire à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'ai fait, à vrai dire, après McGill, j'avais envie de comme changer, donc j'ai fait mon 3 ans de pédiatrie à l'Université de Montréal à Sainte-Justine, puis ensuite j'ai fait mon 2 ans de néonat à l'Université de Montréal à Sainte-Justine, puis ensuite j'ai décidé j'ai eu l'opportunité d'aller faire 1 an de formation à l'Université McGill, à l'hôpital de Montréal pour enfants, en faisant une année un peu hybride, où est-ce que je faisais, j'ai appris à faire de l'échographie cardiaque avec l'équipe de cardiologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça, c'est de l'ultrason pour le cœur, pour un peu comprendre comment le cœur se comporte. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de prendre des images du cœur sans radiation, un peu comme les échographies de grossesse. J'ai fait, en parallèle à ça, j'ai travaillé un petit peu avec l'équipe de respirologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, je faisais des cliniques de bronchodysplasie pulmonaire. Ça, c'est une maladie des poumons que les prématurés peuvent développer. J'ai fait aussi des cliniques, un peu d'autres cliniques de maladies pulmonaires avec l'équipe de respirologie. Puis je travaillais aussi en néonat. Donc, je faisais beaucoup de garde en néonatologie. Bon, j'ai un peu intégré l'équipe de néonatologie à cette époque-là à l'hôpital Montréal pour enfants en tant qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle un moniteur clinique en français, mais fellow dans le jargon un peu anglais. Donc, j'ai fait 1 an de ça. Puis pendant cette année-là, j'ai eu une offre parce que j'avais fait des demandes lorsque je me cherchais justement des formations complémentaires. Puis une des demandes que j'avais fait, c'était à l'Université Stanford en Californie. Puis pendant cette année-là, l'Université Stanford m'est revenue, puis ils ont dit « Ah, on a l'opportunité de t'accueillir à partir de juillet. Est-ce que tu serais intéressé à venir pour faire une année complémentaire en recherche dans le laboratoire d'échographie cardiaque de Stanford? » Puis à l'époque, je devais commencer à travailler. Donc, mais vu que j'ai une équipe absolument exceptionnelle, puis à l'époque, j'avais une chef qui s'appelait Dr Perrault, qui est absolument une mentor, puis une personne, puis coup d'œil à Dr Perrault, qui est vraiment exceptionnel. J'avais été la rencontrer, puis elle m'a dit, Gabriel, genre, nous, notre but, c'est que tu sois heureux, puis que tu fasses la formation, puis que tu ailles chercher les choses que tu as besoin pour toi, pour que tu penses pour ta carrière. Puis nous, c'est ça dans quoi on veut t'encourager. Puis une recommandation, si vous cherchez des mentors dans votre vie, c'est ça ce que vous avez besoin. C'est des gens qui, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment que vous soyez heureux, vous trouviez ce que vous avez besoin pour que votre carrière puis votre parcours soit complet. Puis moi, j'ai été justement, comme je vous dis, chanceux et privilégié qu'à toutes les étapes de ma formation, que ce soit en médecine, en résidence, en formation de néonatologie à Sainte-Justine, en formation complémentaire de fellowship. Puis à Stanford, j'ai rencontré des gens qui étaient comme absolument exceptionnels. Puis leur but, c'était jamais comme égoïste. C'était toujours comme, Gabriel, tout ce qu'on veut, c'est que toi, tu ailles chercher ce que tu penses que tu as besoin pour que ta carrière soit pleine, puis que tu trouves un bon médecin, puis que tout ce que tu fais, ça soit bon. Puis, en même temps, les centres hospitaliers, si vous revenez avec des connaissances de plus que vous pouvez utiliser, c'est sûr. C'est mieux pour eux en même temps. C'est sûr, mais c'est toujours un jeu de, tu sais, comme c'est une balance, hein, parce que quand tu as une équipe, puis que tu as des besoins aussi de, tu sais, tu as besoin d'un médecin pour travailler, puis le médecin il dit, je vais aller me faire former pendant je sais pas combien de temps, c'est sûr que, tu sais, c'est un sacrifice de l'équipe de dire, on va te laisser aller, ou on va te permettre, puis qu'on va t'attendre pour ta position, parce qu'on veut que tu sois heureux, puis que tu ailles chercher ces choses-là. Puis je pense qu'à l'époque, c'est vraiment ça ce qui est arrivé. C'est sûr que pour l'équipe, c'était avantageux, dans le sens, ils sont heureux que j'ai été chercher cette expertise supplémentaire. Puis parfois, il y a certaines équipes vont demander qu'on aille chercher des expertises supplémentaires. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, je sais que c'était complètement, on veut que tu sois heureux, puis vas-y. C'est ce que parce que j'étais prêt à commencer à travailler. Donc finalement, j'étais à Stanford, j'ai fait une année à Stanford. Puis ça a été une année absolument again, amazing. Donc, moi aussi, autre recommandation pour tous les gens qui écoutent, faut pas avoir peur. Puis, ça dépend tout de notre réalité. Hein, tu sais, comme est-ce qu'on a une famille, est-ce qu'on a des enfants, puis c'est plus difficile de se déplacer. Mais les années d'aller étudier ou d'aller chercher quelque chose ailleurs, c'est comme absolument extraordinaire. Parce qu'on découvre, d'abord, on rencontre des nouvelles personnes, on découvre des nouvelles manières de faire les choses, on apprend un nouvel environnement, on découvre un nouveau pays, des fois, une nouvelle ville. Puis, tu sais, c'était en Californie, puis j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires quand j'étais là-bas.
j'ai appris des choses qui ont complètement révolutionné un petit peu la manière dont je pratique ou de la manière qu'est ma carrière présentement. Puis ça m'a donné des outils pour ma vie. Puis après, c'est comme ça qu'on a aussi tout un network qui s'installe. Hein. Puis c'est des amis, c'est des amitiés qu'on développe. Donc, c'est des partenariats. Donc, pour moi, ça a été vraiment une année absolument exceptionnelle. Puis je suis revenu de Stanford, puis je suis revenu vraiment avec des outils déjà comme très solides pour avoir une pratique clinique complète, mais également une pratique en recherche puis en académisme. Puis c'est sûr que quand on commence notre pratique, c'est comme, on apprend toujours. Hein? Une journée où est-ce qu'on n'apprend pas, c'est une journée de perdu. Donc, tu sais, c'est pas parce que tu as fait 2 ans de néonat, puis 1 an d'échographie cardiaque, puis 1 an de recherche en échographie cardiaque que finalement, tu arrives et tu es comme, OK, je connais tout. Ça n'existe pas. Tu sais, so, tous les jours, on apprend, puis c'est ce que je trouve de ma pratique présentement, c'est que je suis arrivé dans un centre, puis avec une équipe où ce qu'on a comme pratique, c'est comme absolument exceptionnel. On est très privilégié d'avoir le genre de pratique qu'on est dans un centre où est-ce qu'on travaille en multidisciplinarité. Et donc, moi, j'apprends tous les jours. Donc, je me considère un étudiant éternel. Puis quand je suis revenu, à l'époque, justement, ma chef de service, Dr. Perrault, ma mentor, m'a dit, ben, tu sais, tu arrives d'un parcours où est-ce que tu as fait une formation qui est quand même très solide avec des très bonnes bases. Ça serait peut-être bien aussi que tu ailles chercher l'aspect un peu plus théorique de la recherche ou l'aspect comme pragmatique de la recherche, c'est-à-dire de faire une maîtrise en épidémiologie. Puis pendant les 2 ans, mes 2 premières années de pratique, je faisais en parallèle cette maîtrise d'épidémiologie à travers laquelle aussi j'ai acquis beaucoup de connaissances, mais j'ai aussi développé comme un réseau, en tout cas plus local, de gens qui font de l'épidémiologie et de la recherche. Puis l'épidémiologie, pour les gens qui écoutent, c'est un peu comme apprendre à conceptualiser de la recherche clinique. Okay? Puis là, je parle beaucoup de recherche, mais ma pratique, c'est pas que de la recherche. Là. Une grosse partie de ma pratique, c'est la pratique clinique. Ouais, je me posais justement cette question-là de quel pourcentage. De dualité, ouais. Là. En théorie, je devrais faire moitié-moitié, mais tu sais, c'est comme... Je fais comme 100% des deux. Je dirais, c'est comme 2 full-time jobs. Puis les 2 s'imbriquent beaucoup parce qu'on s'inspire de qu'est-ce qu'on fait en clinique pour découvrir ben, c'est quoi les lacunes qu'il faut aller combler, puis qui nous donnent les idées d'aller faire des projets pour aller répondre à ces questions-là. Puis vu que c'est de la recherche clinique, ben, cette recherche s'intègre dans la pratique de tous les jours. Puis toute l'unité en entier comme est tout né là-dessus. Ils savent que genre, OK, Gabriel, il y a ce projet de recherche, puis ce projet de recherche va donner aussi des résultats, puis ces résultats sont aussi utilisés un peu avec la pratique clinique. Donc tout est comme imbriqué. Quand on travaille dans le milieu académique, c'est ça. Mais peut-être en parlant de ma pratique, vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce que ouais, ça on peut peut-être aller là maintenant. Si on se demande, c'est quoi une journée typique là, pour un néonatologiste? OK. Donc, premièrement, un néonatologiste, moi, quand je rencontre des familles, je dis toujours « Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis un médecin pour bébés. » OK? Parce que souvent, quand on dit néonatologiste, les gens sont comme « OK, astrologue, genre, je prédis l'avenir. » Puis, néonatologiste, c'est un profil de pratique extrêmement diversifié. Premièrement, de base, on est des médecins qui font des soins intensifs pour nouveau-nés. Donc, c'est souvent des nouveau-nés qui vont avoir besoin de soins un peu plus poussés que les soins de base. Donc, ça peut être des profils diagnostiques extrêmement variés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant je vais m'occuper de bébés qui naissent dans la grande prématurité, donc des bébés qui sont très petits. D'habitude, une grossesse, c'est 40 semaines à partir des dernières menstruations. Puis on parle de bébés qui naissent prématurés à 23, 24 semaines, donc vraiment mi-grossesse. Donc des bébés qui sont moins d'1 kilo. Des bébés qui sont très immatures, qui ont besoin de beaucoup de technologie pour les aider à survivre de leur prématurité, puis aussi à grandir de manière intègre et d'avoir le plein potentiel de leur vie. Donc, on peut comprendre que dans le début de parcours de ces enfants-là qui sont très immatures, il y a beaucoup d'implications médicales et de technologie et d'ajustements très subtils parce que c'est des êtres très vulnérables, petits. Donc, il y a l'aspect nutritionnel, il y a l'aspect respiratoire, cardiaque, etc. Donc, c'est sûr que on est très impliqué sur tous ces niveaux-là. Puis, à mesure que le bébé grandit et mature, le profil de qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là change. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus un profil où il y a une chronicité qui s'installe. On a développé des liens avec la famille qui est présente tout le temps. Puis les débuts, évidemment, c'est des débuts qui sont beaucoup plus rock and roll pour ces familles-là. Donc, il faut être présent. Donc, il y a l'aspect psychologique de support avec ces familles-là. Puis, à mesure que les choses avancent, les choses vont mieux.
Et on voit ces enfants grandir, grossir, puis finalement avoir congé, puis il y a des bébés avec tout leur potentiel, puis une famille heureuse qui rentre à la maison. Donc, c'est tellement merveilleux de voir ça. Donc, il y a évidemment tout l'aspect prématurité qui est une partie de la pratique, mais une grosse partie de la pratique, sinon pas la majorité, qu'on a, nous, à l'Hôpital Montréal pour enfants, c'est des nouveau-nés qui naissent avec des besoins autres, pas du tout en lien avec la prématurité. Donc, des nouveau-nés qui naissent avec des malformations cardiaques, et il y a des centaines de différentes malformations cardiaques qui ont des implications différentes. Il y a des nouveau-nés qui naissent avec des atteintes chirurgicales. Je sais que vous avez rencontré Dr. Wusanji, donc on travaille de manière en collaboration très proche. Des enfants qui naissent avec des atrésies de l'intestin, donc des intestins qui ne sont pas connectés, qu'on est obligé de les reconnecter, qui ont des atteintes au point de vue digestif, des enfants qui naissent avec des atteintes neurologiques, des convulsions, qui naissent avec un manque d'oxygène à la naissance. J'aime pas cette expression, mais c'est des enfants qui naissent quand même très malades parce qu'il y a ce qu'on appelle une asphyxie. On n'utilise plus vraiment ce mot, on dit hypoxie, ischémie, mais c'est un peu trop scientifique. Donc, dans le jargon, on parle d'asphyxie néonatale, donc des enfants qui n'ont pas eu assez d'oxygène à la naissance. Donc, il y a des thérapies qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger leur cerveau à ces enfants-là. Mais ces enfants qui convulsent, qui ont des dysfonctions de leurs organes, qu'on est obligé de supporter pendant qu'ils récupèrent. On a des enfants qui naissent avec des maladies génétiques, on a des enfants qui ont besoin de dialyse, on a des enfants qui naissent avec des maladies de leurs poumons, des maladies de leur voie aérienne. Il y en a qui naissent qui ont besoin qu'on fasse des interventions d'urgence à la naissance alors qu'ils sont encore connectés à leur placenta pour éviter d'avoir des moments où est-ce qu'ils n'ont pas de perte d'oxygène pour leur cerveau. Donc, ça implique beaucoup d'orchestration d'équipe. Donc, le profil au point de vue des maladies qu'on soigne est extrêmement diversifié. Parce qu'on peut penser à toutes les sortes de maladies génétiques qui peuvent nécessiter des soins un peu plus poussés. Ben, ils vont passer par une unité de néonatologie. Donc, on a une pratique où il y a une grande diversification des atteintes, ce qui fait que la manière dont on soigne ces enfants-là va être ciblée par rapport à ce qu'on fait. L'autre chose, c'est qu'on a une pratique où on s'occupe beaucoup de ce qu'on appelle transport néonatal. Ça veut dire qu'on a des bébés qui vont naître à l'extérieur de notre institution qui vont avoir besoin de soins plus poussés. Et donc, on doit pouvoir admettre ces enfants-là de manière sécuritaire. Donc, on est obligé d'aider les centres référents à pouvoir transporter ces bébés-là. Donc, on a une équipe de transport qui est formée d'une infirmière expert puis d'un inhalothérapeute expert. Puis donc, on a beaucoup de partenariats avec les hôpitaux référents où est-ce qu'on a des appels. Premièrement, parfois, c'est juste on a besoin de donner des conseils. On discute du cas ensemble, puis on essaye de cogiter le cas ensemble pour pouvoir, en partenariat, avoir le meilleur plan thérapeutique. Mais parfois, c'est des enfants qui, effectivement, doivent venir chez nous. Un enfant qui naît avec un anus imperforé, un enfant qui naît avec une atrésie de l'œsophage, un enfant qui naît avec une trisomie 21 non reconnue avant la naissance, qui a besoin de tests ou d'évaluations plus poussées ou de soins plus poussés. Donc là, à ce moment-là, on va envoyer notre équipe. Parfois, on est obligé aussi de faire partie de l'équipe quand l'enfant est très, très malade, qu'il a besoin d'inotropie, donc de médicaments pour supporter la fonction de son cœur, des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi l'aspect qu'on est souvent demandé à voir les familles avant la naissance. Donc, parfois, c'est parce qu'il y a une menace de travail préterme. Et donc, la famille, c'est un grand choc, c'est un grand deuil qui survient. C'est des grosses difficultés, c'est des questionnements. Il y a beaucoup de culpabilité. Donc, on essaye de défaire cette culpabilité en premier en disant qu'il n'y a rien que cette famille aurait pu faire ou pas faire pour changer les choses. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est tu sais, les familles, ils arrivent avec beaucoup de « pourquoi je suis dans cette situation-là ?» Et donc, c'est notre rôle à nous, exactement, de comme briser un peu ces concepts-là et de dire « ça aurait pu arriver à n'importe qui, puis vous auriez pu manger le kiwi ou pas et ça serait arrivé pareil. » Tu sais, donc, souvent, on a même des pensées irrationnelles quand on est dans ces situations-là. On a besoin d'attribuer une cause, là. Oui, de se dire « mais est-ce que c'est parce que j'ai fait ça ce matin? Tu sais? Est-ce que c'est parce que je l'ai dit à mon ami que j'étais enceinte que finalement, je me suis mis la jalousie sur moi? » Tu sais, on entend n'importe quoi. C'est parce que j'ai fait de la trampoline? Est-ce que c'est parce que... Donc, nous, c'est notre rôle un peu de défaire ça. Puis après, notre rôle, c'est aussi de préparer cette famille en répondant à leurs questions. Il y a des familles, des fois, ils sont tellement sous le choc, ils n'ont aucune question, ils veulent juste pas nous parler. Puis des fois, il y a des familles, ils veulent tout savoir. Donc, c'est un peu d'être là pour un peu les supporter, de leur dire, ben, tu sais, ça se peut que vous viviez la prématurité, ça se peut que vous viviez de la prématurité qu'on dit extrême, encore une fois, une terminologie que j'aime pas trop, mais ça veut dire des bébés qui sont très immatures. Et donc, qu'est-ce que ça peut représenter? Des mois d'hospitalisation à l'unité néonatale. Qu'est-ce que ça peut représenter que votre bébé, Nicolas ou Marie, va naître à 470 grammes? Puis que
Elle va probablement devoir être sur un respirateur en début de vie. Puis des questions comme est-ce que je vais pouvoir allaiter, est-ce que je vais pouvoir prendre mon enfant dans mes bras, est-ce que je vais pouvoir lui parler, quand est-ce que je vais pouvoir la voir ou le voir. Tu sais, donc, c'est des choses qui surviennent, puis on ne se prépare pas à ces questions-là ou à ça quand on a cette surprise de la prématurité. Donc, ça, c'est les consultations anténatales de type on est demandé en urgence. Mais on a aussi tout un programme dont je fais partie de consultations anténatales d'enfants qui ont des diagnostics avant la naissance. Mon enfant est diagnostiqué avec une hypoplasie du cœur gauche, avec une transposition des gros vaisseaux, avec une coarctation sévère. Mon enfant est diagnostiqué avec une atteinte intestinale, une hernie diaphragmatique, plein de maladies qui pourraient atteindre un nouveau-né à la naissance, pour lequel on a des soins à offrir, pour lequel on peut rassurer les parents. Mais ça représente que ces parents-là, on doit les rencontrer avant la naissance, leur expliquer qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que l'unité néonatale implique pour leur situation en particulier. Puis parfois, il y a des choses qu'il faut mettre en place avant même la naissance, des thérapies fétales. Donc, il y a des thérapies que c'est pas nous, le néonatologiste, qu'on va le faire parce que ça fait partie du domaine fétal. Donc, c'est souvent la médecine féto-maternelle qui s'en occupe, donc des obstétriciens, parfois aidés d'autres experts. Mais il y a des situations où est-ce qu'on est obligé de faire des thérapies avant la naissance. Il y a parfois des thérapies qu'on est obligé de faire pendant la naissance. Donc, on parle de, par exemple, maladie des voies aériennes. Donc, notre trachée est trop petite. On a diagnostiqué ça avant la naissance. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas juste sortir le bébé, couper le cordon puis dire « Ah, ben, advienne que pourra. » Donc, il faut préparer ça. Si on l'a diagnostiqué, c'est pour optimiser les soins de cet enfant-là, de cette famille. Puis, vraiment s'assurer qu'on offre le plein potentiel de vie sans qu'il y ait d'atteinte ou de choses qui vont avoir un grand impact dans le futur. Donc, pour répondre à votre question, de quoi a l'air ma journée typique? Quand je fais une journée clinique, ça veut dire que je suis impliqué, on va parler de l'unité des soins intensifs. On arrive le matin, on commence notre transfert d'informations. L'équipe de nuit nous donne le transfert d'informations aux alentours de 7h45. Donc, souvent, je vais arriver vers 7h15 pour commencer à regarder qu'est-ce qui se passait la nuit, regarder les labos des patients. Puis, évidemment, on est une structure où est-ce qu'on travaille en multidisciplinarité. Donc, on a une équipe avec des infirmiers et infirmières praticiennes qui sont des experts en néonatologie. Donc, il y a une équipe où est-ce qu'un néonatologiste est assigné là. Puis, il y a une équipe qui est une pyramide d'enseignement. Donc, souvent, il va y avoir un résident, des résidents, puis un fellow. Puis, c'est vraiment une pyramide d'enseignement. Puis, l'unité est divisée en deux. Et donc, dépendamment dans quelle unité on est, on va avoir peut-être une journée un petit peu différente parce qu'il y a une unité où travaillant avec les infirmières praticiennes, les discussions qu'on va avoir à la tournée ou le type d'enseignement qui va se faire va peut-être être différent de ce qui va se faire au niveau de la pyramide d'enseignement, ou est-ce qu'on va laisser peut-être un peu plus de place avec le fellow qui est en train d'apprendre à devenir un néonatologiste, ou est-ce que l'enseignement qu'on va donner va peut-être être plus ciblé pour c'est quoi les besoins des résidents, pour qu'ils apprennent qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin quand eux, ils vont être pédiatres en communauté. Donc, de reconnaître c'est quoi les maladies des nouveau-nés qu'eux, ils vont devoir faire face. Puis, évidemment, on commence notre journée. Puis, dans la journée, on doit s'occuper des patients qui sont présentement dans notre unité, gérer les appels de transport, aller à la salle d'accouchement quand il y a des bébés qui vont avoir besoin de notre attention, ou des prématurés, ou des bébés qui naissent avec une maladie importante, ou des bébés qui naissent puis que soudainement, ils ont décidé qu'aujourd'hui, ils ne voulaient pas respirer, puis il faut être là pour les aider. Puis après, on est appelé pour les consultations d'urgence. Puis après, on a des réunions. Donc, on a des réunions académiques, on a des réunions où est-ce qu'on va discuter avec les équipes de cardiologie, des cas de cardiologie qu'on a sur l'unité, de l'équipe de chirurgie avec les cas de chirurgie qu'on a. Il y a des journées où c'est des réunions avec l'obstétrique où est-ce qu'on revoit tous les bébés qui sont nés, puis de quoi a l'air le placenta, comment ça peut avoir un impact sur justement la santé de la mère ou la santé du bébé. Donc, dans la journée, il y a des activités d'enseignement qui sont officielles. Il y a des activités d'enseignement qui sont non officielles parce qu'il y a de l'enseignement au lit de l'enfant. Puis, à un moment donné, il faut bien voir les patients puis aller parler aux parents. Hein? Donc, il faut gérer tout ça dans la journée, écrire les notes, faire les congés, faire les admissions. Puis ça, c'est sans parler que quand on couvre des soins intensifs, bien, il y a une partie de ces enfants-là qui ont besoin de beaucoup de notre attention. Il y a des enfants qui sont sur des médicaments qui supportent leur cœur, qui sont sur des machines pour les aider à respirer, qui sont endormis, qui sont sur des médicaments pour les endormir parce qu'ils sont post-opératoires ou parce qu'ils sont dans des situations où est-ce que leur état clinique est tellement critique que s'ils s'agitent, ils sont en dysfonction cardiaque, puis ça fait que leur travail cardiaque augmente, puis qu'ils peuvent justement collapser. On peut être appelé à n'importe quand, il y a tel bébé qui a une arythmie, il faut s'occuper de l'arythmie. Vous êtes bien occupés. On est bien occupés. On s'ennuie pas. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des journées que c'est vraiment plus occupé que d'autres. Vous n'avez pas le contrôle sur, OK, cette journée-là, il y a tel nombre d'enfants qui vont naître avec des complications intenses, plus quelqu'un qui est sur notre
notre plancher de soins intensifs qui dégénère en même temps. Et tout. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on est des équipes. Parce qu'on travaille, on est beaucoup de monde pour s'occuper de tous ces patients-là. Puis c'est fantastique parce qu'on travaille avec des infirmiers, on travaille avec des inalos, on travaille avec des pharmaciens, des nutritionnistes. Donc, chacun a son rôle qui vient pour comme bonifier un petit peu comment on s'occupe des patients pour s'assurer que le patient, on en prend bien soin. Ergothérapeute, travailleur social, physiothérapeute. Donc, on travaille avec tous ces gens-là. Mais tu sais, dans la pratique de tous les jours, il y a le rôle de comme la gestion des lits. On a des ressources limitées. Il y a des patients, OK, ils n'ont plus besoin de soins intensifs. Où est-ce qu'on l'envoie? Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut préparer, planifier. Puis il y a des journées, effectivement, c'est très occupé, mais c'est pour ça qu'on se retrousse les manches, puis on dit, je vais venir t'aider. On couvre aussi les nuits. Donc, les nuits de garde, on est sur place à l'hôpital, nous. Okay. Donc, on commence à 17h. Puis, c'est pas toutes les néonatologistes dans tous les hôpitaux que c'est comme ça. Mais nous, à l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est comme ça parce qu'on a justement une unité qui est très occupée, des bébés qui ont besoin de beaucoup d'attention, de soins. On a beaucoup d'admissions de nouveau-nés chaque jour. Puis, ça arrive des fois la nuit. Donc, le néonatologiste est sur place avec souvent un résident ou un fellow, une infirmière praticienne, ou des fois des assistants cliniques qui sont des pédiatres qui viennent nous aider. Et donc, oui, ça peut être très occupé. Puis des fois, on est obligé de rentrer en backup. Donc, la nuit, par exemple, triplé 24 semaines. T'sais, on s'entend qu'à un moment donné, tu as besoin de bras juste occuper des patients. T'sais. Donc, ça se peut que j'appelle mon backup qui vienne sur place pour m'aider. Donc, on est des équipes qui se tiennent beaucoup les coudes. On est très comme très vraiment soudés ensemble. Puis c'est pour ça qu'on est une équipe fantastique. Puis que tout le monde qui vient nous rencontrer dit « Oh mon Dieu, je veux travailler dans cette équipe, elle est magnifique. » Puis je dirais, oui, c'est vrai qu'il y a des journées qui sont très occupées, mais en général, on a un pace qui permet que tout le monde a son rôle dans l'équipe. Et j'espère que nos résidents, nos étudiants en médecine qui viennent, ils sentent que justement, ils ont un impact aussi sur les familles, ils ont un impact sur les nouveau-nés, sur leurs soins. Puis tu sais, des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques, tu sais, le cardiologue aussi est très impliqué, le chirurgien cardiaque est très impliqué, l'infirmière de cardio est très impliquée. Donc, il y a beaucoup d'interdisciplinarité. C'est ce qui est magnifique dans ma pratique. Puis il y a beaucoup de médecine, il y a beaucoup de diagnostics différentiels, d'investigation, d'essayer de trouver qu'est-ce que le patient est là, mais aussi beaucoup de pratico-pratique. Donc, oui, il y a de la réanimation. Oui, il y a beaucoup de techniques. Donc, on intube parce qu'on est obligé de sécuriser les voies aériennes. On va mettre des voies centrales pour administrer des médicaments, donc des canules artérielles. On doit faire, des fois, ils naissent avec des pneumothorax. Donc, ça, c'est comme il y a de l'air qui s'accumule à l'extérieur du poumon. On est obligé de drainer ça. On doit faire des ponctions lombaires si on pense qu'il y a une méningite. Donc, on a beaucoup de techniques. Donc, c'est une médecine qui est très pratique, donc manuelle. Puis, il y a aussi un flair. Il y a un instinct en néonate. Parce qu'un nouveau-né, ça nous parle, mais ça ne parle pas comme un autre patient qui va vous dire « j'ai mal ici ». Puis cet instinct et ce flair, ça vient avec les années. Puis des fois, on est appelé au chevet d'un patient, puis c'est juste « il y a quelque chose ». Il me le dit, le bébé, que... Puis c'est ça qui est merveilleux de la néonate, c'est que tout est calculé, tout est hyper précis. Puis c'est une médecine où, genre, j'ai un doute de quelque chose, j'ai mon test tout de suite, puis j'ai le résultat tout de suite, parce que souvent, le bébé, tu sais, veut pas dans la structure. C'est urgent, puis on est la priorité, parce que si tu manques quelque chose, c'est pas bien. Mais autant qu'il y a cette précision, puis qu'il y a ce flair, puis qu'il y a tout est calculé, tout est mesuré en points microgrammes et en points millilitres, 0,24 millilitres heure, tu sais, comme tout est, donne-lui un bolus de 1,5 millilitres, tu sais, c'est comme minuscule, tu sais. Mais autant il y a ça, autant c'est une pratique où il y a cet art de ce flair, de cet instant. Puis il y a ce moment où est-ce que tu t'assois avec les familles, puis tu fais partie de cette famille-là. Puis tu dois... Tu sais, moi, genre, je parle tout le temps, là, je pense que vous avez compris. Puis moi, la médecine en néonat, ça m'a appris à apprécier le silence. Parce que des fois, on rencontre ces familles-là, puis quand c'est des moments que ça va moins bien, ben il n'y a juste rien à dire. C'est comme... Puis de vivre ce silence, des fois, c'est très dur. Mais il faut apprendre à le vivre, Puis où est-ce que... C'était quoi la question? C'était, est-ce que c'est occupé? Oui, c'est occupé. C'est occupé parce que il faut gérer tout ça. Mais vu que tout le monde est tellement passionné, puis on s'habitue de notre structure puis de notre manière de gérer, puis tout le monde travaille tellement en équipe, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour respecter. Et c'est ça qui est magnifique dans ce qu'on fait, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler avec ces familles, puis avec ces enfants-là, puis de vivre ce qu'on vit. Puis je suis tellement choyée parce que les équipes dans lesquelles je travaille, c'est toutes des gens que j'admire.
il y a personne, et je suis sûr que tout le monde peut pas dire la même chose dans n'importe quel domaine où est-ce qu'ils évoluent, mais les gens avec qui je travaille, je les admire. Je les admire, puis je les admire pour qui ils sont, pour leurs valeurs, pour leur connaissance, entre autres, leur expertise, mais je les admire pour vraiment comme leur essence, puis leur passion. Puis ça, c'est pas juste, je parle pas juste des médecins, puis des infirmiers praticiens, puis des inalos, puis des pharmaciens. Je parle de, tu sais, comme les secrétaires médicales, les coordonnateurs, le personnel de l'entretien, nos préposés aux bénéficiaires. Tout le monde à l'unité néonatale, c'est des passionnés. Puis ils sont dévoués. Puis c'est ça, c'est vraiment unique à l'unité. Moi, en tout cas, c'est unique. Je ne veux pas dire ça parce que je suis sûre que partout, tout le monde est passionné puis heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai trouvé quand je suis rentrée en néonatologie, c'est que j'ai trouvé que c'était unique parce que c'était un mix de... Il y a de l'éthique, on repousse les frontières, on arrive dans des zones où est-ce que, tu sais, la viabilité, puis les technologies, puis est-ce que c'est correct ce qu'on fait ou c'est pas correct ce qu'on fait. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de réanimation, il y a beaucoup de soins aigus, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de soins poussés et complexes, mais il y a aussi des soins de base. Il y a de la chronicité, mais il y a de l'acuité. Il y a de l'enseignement et il y a de la recherche. Je cours à la salle d'accouchement, mais je peux passer genre 1 heure avec des familles pour discuter genre de qu'est-ce qui se passe avec leur enfant par rapport à la croissance. Donc, il y a des techniques, il y a des intubations, il y a... Très diversifié. C'est tellement diversifié. Puis, je pense que au début, vous m'avez dit, est-ce qu'au cégep, vous savez qu'est-ce que vous vouliez faire en médecine? Puis je disais, tu sais, je voulais quelque chose de l'art, de la science, quelque chose avec l'éthique, quelque chose avec, tu sais, comme pousser mes limites. Ben, c'est ça. La néonatologie, ouais. C'est exactement, c'est comme on dirait que c'est genre, quelqu'un écrit la définition, puis boum, elle dit, bah, tu t'en vas en néonat, genre. Mais là, moi, je me demande, là, on en entend, c'est tout beau, c'est tout positif, ça donne le goût, mais est-ce qu'il y a des côtés un peu plus négatifs à cette spécialité-là? Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui sont plus difficiles à vivre, possiblement? Tu sais, on travaille quand même avec des gens. Non, tout est magnifique. Non. Est-ce qu'il y a des choses difficiles? C'est des défis, des enjeux. Je sais pas, simplement aussi travailler avec des familles aussi, que c'est des bébés prématurés. Ça doit parfois avoir des moments, comme vous avez dit, un peu lourds, difficiles à discuter, tous ces sujets-là. Ça doit pas être quelque chose qui est aisé au jour le jour, devoir apprendre des mauvaises nouvelles, tu sais, s'il y en a qui finissent par ne pas s'en sortir. En médecine, dans n'importe quel domaine qu'on va faire, peu importe qu'est-ce qu'on annonce, quand c'est des nouvelles qui sont plus difficiles à annoncer, on va le vivre partout. Puis des fois, ce que nous, ça peut nous paraître être une nouvelle comme banale. C'est votre bébé, il a une baisse de sucre. On va l'admettre pour lui donner du lait. C'est la fin du monde pour cette famille. Ça a l'air banal pour nous. C'est comme, OK, mais je suis en train de traiter l'autre bébé qui est sur de l'adrénaline, puis intubé sur genre des médicaments, puis dans le coma. Hein. Puis genre, mais c'est banal, mais c'est gros pour cette famille. Donc, n'importe quel domaine de la médecine qu'on va choisir, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des moments où est-ce qu'on va vivre avec des familles ou des patients, des moments qui vont être difficiles pour eux puis qui vont les marquer. Puis, une chose que je discutais avec une des collègues à moi récemment, c'est que les familles qu'on rencontre puis les patients qu'on rencontre, parce que ces patients-là grandissent éventuellement, puis ils deviennent des enfants de 2 ans, puis de 3 ans, puis de 5 ans. Puis il y a toute partie de la pratique de la néonatologie que je n'ai pas adressée, qui est le suivi néonatal, où est-ce que j'ai des collègues qui sont néonatologistes, eux, ils ont choisi de faire toute une partie de leur pratique où est-ce qu'ils sont en clinique et ils suivent ces patients à mesure qu'ils grandissent, donc ils les rencontrent. Donc il y a tout cet aspect-là, donc c'est pas juste du bébé, la néonatologie. Mais tout ça pour dire que les familles vivent avec ça toute leur vie. Et on le voit en suivi néonatal. On le voit qu'ils gardent cette empreinte, cette cicatrice, ce tatou sur leur cœur toute leur vie. T'sais? Même la journée où leur enfant va se marier ou devenir astronaute ou graduer de leur université. Graduer, c'est un anglicisme, je ne devrais pas dire ça, mais diplômé de leur... Ils vont quand même garder ça. Puis je pense que quelque chose que... Je discutais avec ma collègue récemment, une collègue amie, Dr. Hilou, Elisabeth, bonjour. Tu sais, Gabrielle me disait, les familles qui passent à travers la néonate, ils vivent un grand trauma. Ils vivent un deuil, ils vivent un trauma. Puis c'est gros pour eux, peu importe le diagnostic. Mon enfant a été admis à l'unité des soins intensifs de l'unité de l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est gros, tu sais, c'est comme tu as vécu ça, peu importe le diagnostic, peu importe que ça nous paraisse banal ou pas banal, c'est quelque chose qui reste. Puis c'est quelque chose que, on a des familles que des fois, ils ont un autre enfant qui a encore besoin, tu le vois, c'est beaucoup pour eux. Puis ces familles-là, ils le vivent une fois dans leur vie, ça va rester avec eux toute leur vie. Nous, on le vit tous les jours.
Donc, eux, ils vivent une fois dans leur vie. Nous, c'est tous les jours qu'on vit ça. C'est tous les jours qu'on voit des familles où des fois, c'est difficile parce qu'au début, on ne sait pas où on s'en va. Puis même si dans 95% du temps, ça finit que genre on rentre à la maison, un gros sourire, les ballons, puis on commence, c'est comme une vie magnifique, puis un enfant qui avait été très, très potentiellement malade et qu'on a craint pour sa vie et que là, tout d'un coup, on le voit, il boit au sein, à la bouteille, il fait des bleu, puis il a l'air comme... Tu te dis, mon Dieu, je peux pas croire, tu sais. Donc, oui, 95%, ça finit là. Même ce 95%, le parcours qu'ils ont vécu, c'est un parcours qui est un roller coaster. C'est pas facile. Donc, quelque chose qui est difficile, je sais pas si c'est difficile parce que moi, je le vois comme un privilège de faire partie de ça. Parce que c'est ça, je pense, l'essence d'un médecin ou de la médecine, c'est de pouvoir accompagner aussi dans ces moments qui sont difficiles et de pouvoir faire partie de ce moment-là et de savoir comment supporter ces familles-là. Puis même dans les moments où dans ce 5% où ça finit pas comme on le voudrait, comment faire ce 5% pour vraiment supporter cette famille pour que les souvenirs qui vont être là dans le futur, ça va être des souvenirs constructifs, ça va être des belles images, des moments apaisants qu'ils ont vécus. Parce que oui, il y aura un deuil, il y aura des difficultés, il y aura de la peine, mais comment aider cette famille pour qu'il n'y ait pas de regrets? Et ça aussi, c'est toute une partie de la pratique en néonatologie que je trouve particulièrement qu'on est privilégié de faire ça. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas. Oui, c'est difficile pour certains, et donc ils vont se dire « Ah, c'est pas pour moi, je préfère aller faire quelque chose où est-ce que je vais pas avoir à de vivre ça avec des familles. » Parce que nous, souvent, on va pas toucher juste une personne, on soigne l'enfant, la fratrie, les parents, les grands-parents, parce qu'un bébé, ça touche tout ce microcosme, puis ça les touche pour comme des années, puis des années, puis des années. Donc oui, c'est pas pour tout le monde, puis cette partie-là peut être vue parfois ou perçue comme difficile. Puis des fois, c'est comme, même, je vois souvent dans les yeux des apprenants qui arrivent, puis là, tu sais, on est en salle de réa, puis c'est comme le bébé né, puis c'est comme un orchestre symphonique, tu sais, c'est comme, on appelle ça le golden hour, où est-ce que, tu sais, le bébé né, il pèse 470 grammes, puis tout est calculé à la seconde. Le moment qu'on clampe le cordon, du moment que le bébé sort au clampage de cordon, je l'amène à la table, à tout l'orchestre symphonique qui se met autour, tout doit être comme fait en 30 minutes. T'sais, on dit golden hour parce qu'on se donne jusqu'à 1 heure, mais tout doit être fait comme à une précision, une rapidité. Donc, je le vois souvent dans les yeux, même des apprenants, genre, oh mon Dieu, genre, ce que je suis en train de vivre, c'est comme vraiment comme incroyable. Mais les parents, on les invite à être là parce que c'est leur enfant. Donc, souvent, la mère, oui, elle ne peut pas être là parce que c'est le processus d'accouchement puis de la naissance. Donc, elle est dans son propre processus elle-même d'être patient. Mais le père ou le partenaire de la mère, whoever is le partenaire de la mère, va souvent être invité à suivre pour suivre son enfant, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est votre enfant, donc vous faites partie des soins. La famille fait partie de l'équipe des soignants parce qu'ils connaissent leur enfant puis ils participent dans les décisions chaque jour à la tournée de qu'est-ce qu'on va faire avec leur bébé aujourd'hui dans le plan global pour essayer d'humaniser un peu le processus. Donc oui, ces moments-là, des fois, peuvent être un peu plus challenging. On n'a pas parlé de tout l'aspect recherche, éducation et de jumeler le profil académique avec ça. Moi, j'ai un profil très académique, donc je fais de la recherche clinique en échographie cardiaque. J'ai un labo de recherche, j'ai des étudiants à la maîtrise, j'ai des fellows qui font des post-doctorats, j'ai des étudiants en médecine, des résidents qui font des projets de recherche avec moi. Et donc, ça aussi, il faut trouver le temps de donner l'attention nécessaire à ces gens-là, de les former correctement, puis there's something to be very proud of quand tu vois un étudiant qui a un succès dans son projet de recherche, qui est fier de qu'est-ce qu'il ou elle a accompli, des découvertes, des trouvailles qu'il ou elle a fait, puis tu as ton poster, tu as ton manuscrit, tu publies dans un journal, c'est vraiment un succès. Et puis pour moi, je le vois un peu comme justement, j'ai aidé quelqu'un à aller découvrir son propre parcours un peu en recherche. Donc, ça aussi, ça vient avec ses propres challenges parce qu'il faut trouver le temps. Il y a des fois où c'est plus difficile parce qu'on n'a pas nécessairement les résultats qu'on voudrait. Donc, ça aussi, ça inclut le challenge. Il y a des challenges aussi en enseignement parce qu'il y a différents apprenants qui arrivent avec différentes réalités à eux. Puis, il faut les supporter aussi dans leur croissance comme individus.
Puis des fois, tout va bien, puis des fois, tout roule comme sur des roulettes, mais des fois, c'est plus difficile. Puis eux aussi vivent des moments difficiles, puis il faut apprendre à les supporter. Donc, puis point de vue, justement, balance entre le travail puis vie personnelle, avec tout ça, là, recherche, vous parliez de garde de nuit, que vous étiez à l'hôpital, le temps clinique, comment ça se passe? Donc, moi, je fais partie d'une équipe où on a tous chacun différents profils. Donc, moi, mon profil, c'est un profil clinicien-chercheur, ce qui veut dire que mon équipe me protège jusqu'à un certain degré pour pouvoir justement avoir un succès dans mon programme de recherche. Ce qui veut dire que la moitié de ma pratique, c'est clinique, l'autre moitié, c'est en recherche, ce qui fait que j'ai quand même de la flexibilité dans mon horaire. Une chose qui est différente en néonat, c'est que comme moi, mon profil, c'est que je fais l'équipe de périnatalité, donc tout ce qui est anténatal. Je fais partie de cette équipe qui planifie un peu avec les autres experts quoi faire pour les bébés après la naissance. Et je fais des soins intensifs, mais je ne fais pas du suivi néonatal. Donc moi, je n'ai pas de clinique de patients tous les jours où je vais voir des patients, puis je dois suivre leur labo, puis je dois envoyer des lettres aux médecins primaires, puis je dois... j'ai les appels des familles parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la maison. Tu sais, moi, je n'ai pas ce profil de pratique. Donc, quand je ne suis pas sur l'unité néonatale, oui, je vais avoir des patients primaires sur l'unité néonatale, mais il y a toujours un médecin sur l'unité néonatale. Donc, quand je ne suis pas sur l'unité néonatale, c'est pour mes autres projets. Donc, soit projet clinique, donc instauration de nouvelles modalités de monitoring pour les patients, protocole pour les soins des bébés avec malformation cardiaque, protocole de dépistage des cardiopathies congénitales. Donc, tout ça, il faut les développer. Puis moi, j'ai un profil un peu cardio-néonat à l'hôpital Montréal pour enfants, donc je m'occupe un peu de ces projets cliniques. Puis, donc, j'ai ce temps-là pour pouvoir faire ça, puis j'ai ce temps pour faire ma recherche. Ce qui fait que moi, par année, j'ai à peu près de 8 à 10 semaines de services de soins intensifs. Puis le reste, c'est des gardes et mes services de consultation anténatale, puis les week-ends que je travaille. Donc, ça peut avoir l'air pas beaucoup. C'est comme, 10 semaines, il en reste 42. Voyons, qu'est-ce que tu fais pour 42 semaines? Tu fais rien. Donc, tu sais, dans ces 42, je fais souvent un autre 10 semaines de consultation. Puis, ces 10 semaines de consultation, on n'a pas 5 consultes tous les jours. C'est souvent, on va avoir comme 4-5 consultes par semaine parce que c'est des patients qui sont complexes. Il faut les gérer. Ça prend plusieurs heures pour préparer justement ces patients-là. Puis, on les suit aussi en anténatal. Mais je peux faire quand même de la recherche pendant ces semaines de clinique. Donc, j'ai ça. Puis, les gardes, on ne fait pas des gardes de nuit tous les jours. Là. On est une équipe quand même, on est à peu près 13 néonatologistes, je crois. Donc, ça revient 1 sur 13, à peu près. Puis, avec les semaines de vacances, ça se peut qu'il y ait une semaine où j'en fais 2 parce que j'ai pris 2 semaines de vacances à un moment donné. Donc, ma pratique, veut pas, elle reste très flexible. Okay. Puis, ça permet, moi, je trouve, d'avoir une très belle balance vie personnelle, vie professionnelle. Je suis quelqu'un que, comme je me dis, tu sais, moi, je me dis dans la journée, il faut que j'ai toujours, tu sais, j'ai ma partie à moi, qui est mon personnel, puis j'ai ma partie où je travaille. Puis, si tu n'as pas ça, tu n'es pas efficace dans ce que tu fais, puis tu n'es pas heureux. Donc, c'est très important de pouvoir gérer ça. Sinon, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui, comme nous, ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent s'en aller? Oui. Chaque fois que vous entrez dans une rotation, que vous découvrez un nouveau profil de pratique, dites-vous, ça se peut que ça soit ce que je vais faire toute ma vie. Genre, tu commences quelque chose, tu dis, j'arrive en médecine de l'adolescence. Dis-toi, je connais rien là-dessus, je rentre dans la clinique, c'est ma première journée, j'ai jamais vu ça. Dites-vous, ça se peut qu'un jour je sois pédiatre adolescente, médecine adolescente, ou ça se peut qu'un jour je sois psychiatre, ou ça se peut qu'un jour je fasse de la chirurgie bariatrique, puis tu fais une clinique de chirurgie bariatrique. Dites-vous, ça se peut que ça soit mon profil de pratique, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas découvrir dans cette clinique. Puis de garder ses horizons ouverts. Ah, vraiment. Parce que, tu sais, les gens qui me disent « Ah oui, moi, genre J1 de médecine, ouais, moi, je veux être, je sais pas moi, neuro-interventionniste pour faire des thrombectomies sur des strokes, sur l'artère cérébrale moyenne. » C'est comme genre « OK, wow, t'es genre première journée de médecine, puis déjà, tu sais que tu veux faire ça. » Tu sais, il faut rester ouvert. Parce qu'après, sinon, si on se braque sur quelque chose tellement focusé tout le temps, ça se peut qu'on soit déçu. Ça se peut qu'on soit déçu parce que ça se peut qu'à un moment donné, on arrive, on dit « Ah, finalement, tu sais, c'est pas exactement qu'est-ce que je pensais. » Puis finalement, j'avais tellement aimé mon stage de psychiatrie ou j'avais tellement aimé mon stage de PED ou de chirurgie, j'aurais peut-être dû aller là-dedans. Pas que la neuro-intervention pour les strokes, les thrombectomies, c'est pas génial, I'm sure it's amazing, mais juste te dire, c'est important de rester comme ouvert d'esprit puis de se dire, genre,
ça se peut qu'un jour, je finisse dans ce domaine. Et donc, il vaut mieux que I take it all in, you know, like, J'en breathe it profite à all. 100%, Genre, profite à 100%. Dis-toi, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça? Ou est-ce que je me retrouve là-dedans? Parce que ça se peut aussi que ce profil de pratique, tu l'aimes, puis que finalement, tu le peaufines dans la manière que toi, tu veux le faire. Bon conseil, ça. Ouais. Puis sinon, quelque chose pour terminer que vous aimeriez mentionner à nos auditeurs? Oui, alors, auditeurs, si vous êtes intéressés à apprendre un peu plus sur la néocardio, moi, j'ai un site web sur mon lab de recherche. Donc, c'est www.neocardiolab.com. Donc, neocardiolab.com. On va pouvoir mettre le lien. en Parfait. dessous du Donc, vidéo. vous pourrez aller voir là-dessus. Il y a un peu tout comme le profil un peu de recherche puis même de pratique clinique en néocardiologie qu'on fait ici à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Il y a aussi beaucoup des opportunités de comme partenariat, c'est comme de recherche. Il y a des étudiants qui sont intéressés à faire de la recherche, des résidents qui veulent faire des projets. Souvent, je vais poster là-dessus. Un peu aussi les publications que les autres étudiants ont eues, les posters, les abrégés. Il y a aussi beaucoup des fondations qui ont aidé mon labo de recherche qui sont affichées là-dessus. Donc, je pense à Fondation des Étoiles, je pense à Just for Kids Foundation, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, FRQS. C'est sûr que j'en oublie. Il va falloir aller voir le site. Il va falloir aller Ouais, voir c'est le ça. site pour ça, parce que vraiment, je veux les remercier. Sans eux, le Grand Défi Pierre Lavoie, évidemment. Vous connaissez, c'est ceux qui font... Ouais. Donc, Grand Défi Pierre Lavoie a beaucoup aidé aussi pour ma recherche. Donc, je veux les remercier, entre autres. Donc, s'il y a le temps, vous avez le temps, impliquez-vous avec ces fondations. Parce que toutes ces fondations-là, comme tu sais, la Fondation des Étoiles, par exemple, il y a le défi Gendarme de fer qui s'en vient, lequel je vais participer. Puis, c'est à travers ces choses-là qu'on est capable vraiment de faire avancer la médecine. Puis sans ça, on serait toujours en train de stagner, puis on ne serait pas capable de pouvoir faire ce qu'on fait pour ces nouveau-nés-là. Parce qu'il y a 10 ans, ce qu'on faisait pour ces nouveau-nés, c'était pas ça, puis on n'avait peut-être pas les solutions qu'on a aujourd'hui. Puis c'est vraiment grâce à la recherche clinique, puis avec l'enseignement, puis les découvertes que certains résidents ont fait, ou médecins, ou même étudiants en médecine à travers leurs projets, qu'on a pu peaufiner la manière qu'on travaille pour ces bébés-là, puis leur offrir le plein potentiel. Puis c'est pas juste vrai pour les bébés, c'est vrai pour toute la pédiatrie, pour toute la médecine adulte, pour toute la médecine gériatrique, pour toute la médecine périnatale, obstétricale. Donc, sans la recherche, on n'est pas capable de faire avancer les choses. Puis sans l'enseignement, on n'est pas capable de faire avancer les choses. Donc, moi, j'encourage beaucoup, que ce soit en médecine de famille ou en médecine de spécialité, les gens à avoir un profil diversifié, puis d'inclure l'enseignement. Parce qu'on peut enseigner en communauté, on peut enseigner même en rural. Et donc, d'avoir l'esprit d'inviter justement les facultés à envoyer leurs étudiants, leurs résidents pour découvrir un peu leur profil de pratique, parce qu'on apprend beaucoup comme ça. Donc j'invite les étudiants à être ouverts là-dessus. Puis d'aller voir mon site web, ça va peut-être inspirer des gens à vouloir faire éventuellement un profil académique dans ce domaine-là. Ben, merci beaucoup. Ouais, merci. D'avoir été avec nous. On a quelques cadeaux à vous offrir. Donc, Oh je veux my juste God, remercier wow. les entreprises qui ont rendu ça possible. Donc, merci à François Lambert pour des produits de l'érable et à la boîte à vin pour du vin québécois. Et sinon, c'est ça. Merci encore. Merci à nos auditeurs qui écoutent. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous du vidéo. Vous pouvez aller voir le site web aussi. Il va être dans le lien. Et sinon, on vous souhaite bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine à vous.